Contrairement à une certaine idée tenace dans l'imaginaire collectif, la force des mathématiques n'est pas de créer des formules très compliquées juste pour flex devant des personnes qui ne sont pas initiées. Il y a deux éléments primordiaux que recherche tout mathématicien, la simplicité et la généralité. Créer un contexte avec peu de règles qui peuvent s'appliquer au plus grand nombre de problèmes, avoir plusieurs points de vue sur des objets qui nous entourent pour en créer de nouveaux, c'est ça le but des mathématiques. Je vous propose aujourd'hui de faire ensemble un tour d'horizon de l'un des domaines qui illustre le mieux cette recherche de simplicité à travers l'algèbre linéaire et plus particulièrement l'étude des espaces vectoriels et des applications linéaires. L'algèbre linéaire est un immense domaine qui tourne principalement autour de deux objets d'étude, les matrices et les espaces vectoriels. Commençons donc par se placer dans l'un d'eux. Un espace vectoriel est un ensemble d'objets mathématiques que l'on appelle des vecteurs, sur lesquels on peut définir deux opérations basiques, une addition interne et une multiplication externe faisant intervenir des éléments qui ne sont a priori pas dans l'ensemble. Ici, des nombres réels que l'on appellera des scalaires. Il y a 4 règles à respecter pour chacune de ces opérations, pour un total de 8 règles autour desquelles on constituera l'intégralité de la théorie exposée dans cette vidéo. Pour l'addition, elle doit être commutative, autrement dit peu importe l'ordre dans lequel on additionne deux vecteurs, on doit pouvoir trouver le même vecteur à la fin. Elle doit être associative, autrement dit permettre l'enchaînement de plusieurs additions sans tenir compte à nouveau de l'ordre dans lequel on les réalise. Il doit exister un élément neutre qui, additionné à n'importe quel vecteur, redonne le même vecteur. Et enfin, tout vecteur U doit avoir un opposé, autrement dit un vecteur qui permet de créer l'élément neutre par une addition avec U. Pour la multiplication externe, la multiplication par 1 ne doit pas modifier les vecteurs. Comme pour l'addition, elle doit être associative, autrement dit, enchaîner deux multiplications externes doit revenir au même que d'en réaliser une à partir du produit des deux scalaires. Elle doit être distributive sur l'addition, autrement dit, multiplier une somme de vecteurs par un scalaire doit revenir au même que de multiplier chacun des termes par ce scalaire. Et l'addition dans R doit être compatible avec l'addition dans l'espace vectoriel, autrement dit, additionner deux vecteurs résultant d'une multiplication externe doit revenir au même que de ne faire qu'une multiplication externe avec la somme des scalaires utilisés. Au lycée et bientôt au collège, on découvre la notion de vecteur sous un autre format. C'est en fait un cas très particulier d'espace vectoriel. Si on considère un vecteur comme la modélisation d'un déplacement rectiligne, d'une translation, on peut définir une addition consistant à enchaîner les deux déplacements. Cette opération est bien commutative. Si j'enchaîne les déplacements U puis V ou V puis U, je réalise le même mouvement. Je peux également enchaîner dans l'ordre que je veux 3 déplacements sans changer la somme de ces déplacements, ce qui rend l'opération associative. Le vecteur nul, qui symbolise l'absence de déplacement, joue le rôle de l'élément neutre. Et pour tout déplacement, le retour en arrière représente un vecteur opposé. Pour la multiplication externe, on considère l'élongation ou le rétrécissement du déplacement, avec un potentiel changement de sens lorsque l'on multiplie par un négatif. Multiplier la longueur d'un déplacement par 1 ne modifie pas le déplacement. Allonger plusieurs fois un déplacement revient au même que d'allonger une seule fois à l'aide du produit des coefficients d'élongation utilisés. Cela rend cette opération associative. L'opération est également distributive sur l'addition, car enchaîner deux fois un déplacement 2 fois plus long revient au même que de réaliser 2 fois le déplacement résultant de l'enchaînement de deux déplacements simples. Enfin, l'opération est compatible avec la somme de réels, car allonger 2 fois un déplacement revient au même que de l'allonger une fois en utilisant la somme des coefficients d'élongation. Bien sûr, en pratique, il est extrêmement long de vérifier à chaque fois si un espace et ses opérations vérifient bien les 8 axiomes de l'espace vectoriel. C'est pourquoi, plus généralement, on se place dans un espace vectoriel déjà bien conceptualisé et établi, et on étudie des sous-espaces vectoriels, à savoir des sous-ensembles qui conservent la structure d'espace vectoriel. Il n'y a alors plus que 3 choses à vérifier. Le sous-ensemble ne doit pas être vide afin de pouvoir y définir les opérations, et en particulier, l'élément neutre doit s'y trouver afin de respecter le premier axiome de l'addition. Le sous-ensemble doit être stable par l'addition, autrement dit, si deux vecteurs sont dans le sous-ensemble, leur somme doit l'être aussi. Et le sous-ensemble doit être stable par la multiplication externe, autrement dit, si un vecteur est dans le sous-ensemble, n'importe quel produit de ce vecteur par un scalaire doit également se trouver dans l'ensemble. Il devient évident, de par cette troisième règle, qu'un espace vectoriel contient généralement une infinité de vecteurs. Vérifier qu'un espace est un sous-espace vectoriel permet de justifier qu'il s'agit bien d'un espace vectoriel, donc 2 ou 3 hypothèses au lieu de 8 à vérifier, on a déjà pas mal simplifié les choses. Il est donc important de connaître quelques espaces vectoriels de référence, et c'est là que la notion de généralité prend tout son sens, car le plus simple des espaces vectoriels ne contient que le vecteur nul, peu intéressant à étudier, mais il interviendra très régulièrement dans la théorie globale des espaces vectoriels. Les espaces Rn généralisent la notion de vecteur du plan ou de l'espace via le système de coordonnées. Chacun de ces espaces Rn est un espace vectoriel. Les espaces de matrice sont des espaces vectoriels car il ne s'agit finalement que d'éléments de Rn écrits différemment sur plusieurs lignes. Les espaces de polynômes sont des espaces vectoriels car on peut voir les coefficients des monomes comme une liste de nombres avec des x devant juste pour faire joli. Les espaces de suite également, ça n'est jamais qu'une liste infinie de coordonnées. Et enfin les espaces de fonctions ou d'application de R dans R,
car très grossièrement, former une application revient à former une liste infinie et continue d'images et donc de coordonnées. Si j'insiste autant sur la notion de coordonnées, c'est parce qu'elle fait partie du cœur de ce qui fera la simplicité de certains espaces vectoriels dits de dimension finie. Car finalement, comment se forment concrètement les systèmes de coordonnées ? Basiquement, on doit choisir des vecteurs et en réaliser des combinaisons linéaires, c'est-à-dire en faire une somme où chacun des vecteurs choisis sera pondéré par une réelle donnée. Par exemple, un polynôme est une combinaison linéaire de puissance de x. Reste donc à savoir à quelles conditions sur les vecteurs choisis une combinaison linéaire offre une bonne description, précise et sans équivoque de n'importe quel vecteur de l'espace vectoriel. La première notion menant à cela est celle de famille génératrice. On dit qu'une famille de vecteurs génère un espace vectoriel lorsque l'on peut écrire n'importe quel vecteur de cet espace comme une combinaison linéaire des vecteurs de la famille. Les familles génératrices permettent bien de construire tous les vecteurs d'un espace, mais ont pour défaut potentiel de permettre plusieurs décompositions, plusieurs constructions possibles. La description des vecteurs serait donc ambiguë si on se contentait de cette unique propriété. Malgré tout, les familles génératrices seront importantes pour la suite, et il peut être intéressant de se demander à quel point le choix d'une famille permet de décrire un espace large via la notion d'espace vectoriel engendré. Dans l'exemple affiché, si on considère les 4 vecteurs E1 à E4 comme des vecteurs de l'espace R3, on peut constater qu'ils engendrent un plan, et qu'il faudrait éventuellement rajouter un vecteur à la famille pour engendrer l'espace tout entier. Une seconde propriété des familles de vecteurs vient s'ajouter à notre réflexion, celle de liberté. Une famille de vecteurs est dite libre lorsque toute combinaison linéaire nulle de ces vecteurs est à coefficient nul. Cette propriété, un peu abstraite, vient du fait qu'elle est la négation de la propriété que l'on cherche à éliminer pour former des systèmes de coordonnées. En effet, si une famille de vecteurs est libre, il devient impossible d'exprimer l'un de ces vecteurs comme combinaison linéaire des autres. Si on forme une combinaison linéaire des vecteurs d'une famille libre, cette combinaison sera donc unique, dans le sens où on ne pourra pas changer la valeur des coefficients de la décomposition sans changer le vecteur qui en résulte. Si et seulement si une famille de vecteurs est à la fois libre et génératrice, alors elle formera ce que l'on appelle une base de l'espace vectoriel, autrement dit une famille qui nous offre la possibilité de définir les coordonnées de tout vecteur de l'espace de manière unique et donc sans équivoque. En effet, le caractère générateur de la famille permet de créer des combinaisons linéaires menant à définir n'importe quel vecteur. Mais si deux d'entre elles venaient à décrire le même vecteur, la liberté de la famille forcerait les coefficients à tous être égaux. Si un espace vectoriel possède une base, il en possède une infinité d'autres, mais toutes auront nécessairement le même nombre de vecteurs. Ce nombre définit la dimension d'un espace vectoriel. Pour définir un système de coordonnées dans un espace vectoriel, il doit admettre une base et donc doit être de dimension finie. Pour construire une base en pratique, on part soit d'une famille génératrice à laquelle on enlève avec précaution certains vecteurs de manière à conserver son caractère générateur mais à acquérir le caractère libre, soit on part au contraire d'une famille libre à laquelle on rajoute d'autres vecteurs inaccessibles par combinaison linéaire pour la rendre génératrice. Alors on pourra dans une base donnée définir les coordonnées d'un vecteur comme les coefficients associés au vecteur de la base dans la combinaison linéaire qui permet de le construire. Ces coefficients mis en colonne donnent alors naissance à la matrice des coordonnées du vecteur, ce qui nous fait faire le premier pas vers le lien étroit entre matrice et espace vectoriel. Pour aller chercher de réelles matrices autres que les matrices colonnes, on étudiera le concept d'application linéaire. J'ai déjà parlé d'application dans une autre vidéo, alors voyons à quoi correspond l'application linéaire. Une application linéaire est une application d'un espace vectoriel dans un autre qui conserve dans sa construction la structure des espaces vectoriels. Elle vérifie alors trois propriétés très semblables à celles des sous-espaces vectoriels. D'une, elle transporte l'élément neutre. De deux, elle conserve la somme en envoyant la somme de deux vecteurs vers la somme de leurs images. De trois, elle conserve la multiplication externe, autrement dit, multiplier un vecteur par un scalaire avant ou après l'application revient au même. À partir de ces trois règles, il est possible de définir entièrement une application linéaire à partir des images des vecteurs d'une base de l'ensemble de départ. En effet, si on considère une base de EI de l'ensemble de départ et une base de FI de l'ensemble d'arrivée, l'image de tout vecteur, combinaison linéaire des EI, sera une combinaison linéaire des images F de EI. Mais toute image F de EI faisant partie de l'espace d'arrivée, elle pourra se décomposer comme combinaison linéaire des FI. Après réorganisation des termes, on pourra exprimer de manière unique l'image de tout vecteur de l'ensemble de départ comme combinaison linéaire des éléments de la base de l'espace d'arrivée. En portant notre attention à la forme des coefficients que cela donne, on peut reconnaître le coefficient résultant d'un produit matriciel. En effet, toute application linéaire entre espaces vectoriels de dimension finie peut se décrire via une matrice. Pour la construire, il suffit de fixer une base de l'espace de départ E et une base de l'espace d'arrivée F. On calcule les images des éléments EI de la base de départ, puis on décompose ces images dans la base d'arrivée des FI. Chacune de ces images admet donc une matrice de coordonnées dans la base des FI, et il suffit finalement de juxtaposer ces matrices colonnes pour former ce que l'on appellera la matrice de l'application linéaire relativement aux bases choisies. Cette matrice n'est donc pas unique car elle dépend des bases choisies. Mais peu importe la matrice choisie, elle nous permet de calculer l'image de n'importe quel vecteur en multipliant à gauche sa matrice des coordonnées par la matrice de l'application linéaire.
En dimension finie, l'étude des applications linéaires et des espaces vectoriels peut presque entièrement se faire à partir de matrices. Pour cette dernière partie de la vidéo, je vous propose d'explorer encore un peu ce lien entre espaces vectoriels de dimension finie et matrices à travers la construction d'applications linéaires particulières que l'on appellera des isomorphismes. Comme pour n'importe quelle application, il est possible d'étudier l'injectivité et la surjectivité d'une application linéaire. Par chance, la structure d'espace vectoriel nous offre des outils très efficaces pour réaliser cette étude. Commençons par l'injectivité. Pour toute application linéaire, on peut définir un ensemble particulier que l'on appelle le noyau. Cet ensemble est constitué de tous les vecteurs de l'espace de départ ayant l'élément neutre de l'espace d'arrivée pour image. Sa notation, provenant de l'anglais kernel, ou en bon français kernel, on notera donc le noyau d'une application ker de f. Il s'agira toujours d'un sous-espace vectoriel de l'espace de départ. Et une application linéaire sera injective à l'unique condition que son noyau soit réduit au vecteur nul. En effet, le fait que le noyau ne contienne que le vecteur nul empêche une image d'avoir deux antécédents, car si tel était le cas, la différence de ces antécédents appartiendrait elle-même au noyau, qui contiendrait alors un autre vecteur que le vecteur nul. Pour la surjectivité, c'est l'ensemble image de f que l'on regardera, à savoir l'ensemble des vecteurs de l'espace d'arrivée qui admettent au moins un antécédent par f. Cet ensemble est lui aussi, comme le noyau, un sous-espace vectoriel, mais de l'ensemble d'arrivée cette fois-ci. Il apparaît alors naturellement que pour qu'une application linéaire soit surjective, pour que tout élément de l'ensemble d'arrivée ait au moins un antécédent, il faut que l'ensemble image de f soit l'ensemble d'arrivée complet. En dimension finie, vérifier que le noyau est réduit au vecteur nul ou que l'ensemble image de f est l'ensemble d'arrivée revient à vérifier d'une part que la dimension du noyau est nulle et d'autre part que la dimension de l'ensemble image est la même que celle de l'espace d'arrivée. Pour faire d'une pierre deux coups, le théorème Durand nous permet de faire le lien entre ces deux dimensions et celle de l'espace de départ. En effet, il est toujours possible de constituer une base de l'ensemble de départ à partir d'une base de l'ensemble image de f. Pour cela, on choisit un antécédent de chacun des éléments de la base de im de f. Ces éléments formeront une famille libre de l'espace de départ que l'on n'aura plus qu'à compléter à l'aide d'une base du noyau de f. Pour les plus initiés, cela revient à voir E comme la somme directe du noyau de f et de l'ensemble des antécédents des éléments de l'espace d'arrivée non nul. Ainsi, l'égalité dimension de E est égale à dimension de ker de f plus dimension de im de f est vérifiée. Le théorème Durand est de loin le théorème le plus utile sur les applications linéaires en dimension finie et permet notamment de vérifier la bijectivité d'une application linéaire simplement en déterminant la dimension de son noyau. Et la bijectivité, on sait ô combien c'est important. En particulier, c'est ce qui nous permet de construire des isomorphismes d'espaces vectoriels. Un isomorphisme a pour principal intérêt de conserver à l'identique la structure complète des espaces de départ et d'arrivée, sans perdre d'informations grâce à la surjectivité et sans équivoque grâce à l'injectivité. Deux espaces vectoriels liés par un isomorphisme ont donc exactement la même nature profonde et tous les outils que l'on peut définir sur l'un peuvent être définis sur l'autre. Par exemple, la notion d'orthogonalité, qui en géométrie dans l'espace peut se traduire par l'existence d'angles droits, peut se transporter sur tous les espaces isomorphes à R3. Et en particulier, tout espace de dimension n est isomorphe à Rn, donc les polynômes de degré 2 sont des exemples d'espaces isomorphes à R3. Et donc il existe, dit de manière très vulgaire, des angles droits entre les polynômes. Enfin, l'étude des isomorphismes a une importance particulière, car savoir qu'une application linéaire est un endomorphisme permet en particulier de savoir que toute matrice qui la représente est inversible. Il est donc réciproquement facile de construire la bijection réciproque d'une application linéaire si l'on sait inverser une matrice. De nombreux résultats sur les matrices peuvent se trouver dans l'étude des applications linéaires et inversement. Grâce à cette étude conjointe, il est notamment possible de coder des opérations géométriques à l'aide de matrices, de trouver des méthodes de calcul de puissance de matrices efficaces grâce à l'étude d'espaces vectoriels particuliers et bien plus encore.